Comment bien vivre en 2040 dans un appart de 25 mètres carrés en ville, par 40 degrés et avec peu de ressources? Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission qui t'aide à construire une vie et une société pleine de sens. Aujourd'hui, on accueille pour un dernier épisode Corentin de Châtel-Perron pour la suite de ses aventures et son dernier défi en cours avec l'éco-designeuse Caroline Poultz. Survivre 4 mois en autonomie dans un petit appart à Boulogne, donc collé à Paris, pour montrer comment les low-tech peuvent être utiles à n'importe qui. Salut Corentin. Bonjour Pierre. T'es ingénieur, navigateur et amoureux des low-tech et pour moi t'es un peu un maître Pokémon avec ton équipe. Voilà, faut que vous les attrapiez toutes. Vous cherchez aux 4 coins du monde les meilleurs low-tech pour les recenser et les mettre en libre accès et du coup aider à des milliers de personnes qui ont soit peu de ressources, soit qui ont envie d'être dans la sobriété, de boire, de manger, d'avoir de l'électricité, etc. grâce à ces low-tech peu connus. Pour rappel, une low-tech, c'est une techno minimaliste qui est utile, durable et accessible. Je pense que maintenant, vous l'avez compris. Et donc, pour commencer, après tes défis 4 mois en autonomie sur un radeau, on t'avait interviewé il y a 2 ans, et l'épisode de la semaine dernière que je vous conseille, donc 4 mois en autonomie dans le désert. J'étais trop heureux quand tu m'as annoncé que vous alliez faire 4 mois en ville. Du coup, ça semble presque trop facile pour toi. Parce qu'on se dit aussi, ok, là, ça ressemble à ma vie, donc je vais pouvoir leur piquer des idées, là où dans le désert, forcément, c'est plus dur de s'identifier. Pourquoi est-ce que ça te tenait à cœur de faire ce défi 4 mois en autonomie, mais en ville cette fois? On a dépassé récemment le 1 humain sur 2 qui vit en ville. Dans le monde, il y a plus de 50% maintenant des gens qui habitent en ville, et c'est un chiffre qui augmente année après année. On estime même que d'ici 2050, il y a plus de 70% des gens qui habiteront en ville. Donc, quand on étudie la réplicabilité des low-tech, on peut pas passer, outre. Même si moi j'ai grandi à la campagne, Caroline aussi, moi en Bretagne, elle en Belgique. On s'est dit, notre prochain milieu hostile, c'est la ville. Et du coup, donc l'idée, c'est de voir comment implémenter toutes ces innovations low-tech qu'on a trouvées ces 10 dernières années autour du monde en milieu urbain. Et quand on cherche une zone urbaine dense autour du monde, on se rend vite compte que la région parisienne, c'est une des zones les plus densément peuplées du monde, en fait. Je savais pas, mais au début, on a regardé Tokyo, Dhaka au Bangladesh, etc. Et en fait, on s'est dit, faisons ça en région parisienne. Et donc, on a trouvé un appartement, là, grâce à un partenariat avec la ville de Boulogne-Billancourt, c'est dans l'ouest de Paris, qui il faisait 28 mètres carrés. Et il fait maintenant plus que 26 parce qu'on a isolé par l'intérieur. C'était un vieux bâtiment. Et voilà, c'est là-dedans qu'on a mis notre combinaison de low-tech. Trop bien. Et du coup, je suis trop curieux à quoi il ressemble votre appart, quelle biosphère vous avez créé, à quoi ça ressemble. Ça demandait pas mal de travail parce qu'en fait, c'est des contraintes assez spéciales. La ville, vivre comme ça dans une boîte, dans un endroit où il fait froid l'hiver, trop froid l'hiver, trop chaud l'été, et puis il y a une espèce d'intersaison, puis il y a des nuages, et puis il pleut, et en fait c'est hyper difficile, hyper contraignant. Que ce soit accessible financièrement, ce qui est devenu un des grands paramètres, un des grands indicateurs, c'est aussi un challenge. Que ce soit sain pour la santé, on a par exemple le challenge de la qualité de l'air qu'on n'avait pas en plein désert au Mexique. Enfin, il y a plein de contraintes un peu spéciales. Mais en gros, ce à quoi on est arrivé, c'est un écosystème où je vais résumer rapidement, mais en gros, pour économiser de l'eau, on a un système de douche un peu spécial. L'eau de la douche part dans un système de filtration qui fait pousser des plantes. On a un évier dont l'eau est récupérée. Tu sais, il y a toujours un peu de gras, de reste de nourriture. Va nourrir un biodigesteur qui produit du gaz et des engrais. Ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on se projette pour cette expérience en 2040. Donc, dans pas si longtemps que ça, dans une quinzaine d'années. Et donc, quand on imagine la ville en 2040, on se dit, on va pas d'ici là raser tous les bâtiments et construire une ville nouvelle. Il faut se faire avec les bâtiments existants. Et quelle source d'énergie on pourrait avoir? Ce serait chouette avec les surfaces de toit de mettre des panneaux solaires et de voir si juste avec des panneaux solaires on a assez d'énergie. Si on repense bien sûr toute la consommation d'énergie dans le bâtiment. Et donc là, au-dessus du toit, on a 2 fois 2 mètres carrés de panneaux solaires. C'est relié à une petite batterie et qui est relié à tous nos systèmes électriques. Mais du coup, on a dû vraiment repenser tous les systèmes électriques. Par exemple, dans un habitat,
t'as beaucoup d'énergie qui part dans le ballon d'eau chaude. Donc, on a refaire un ballon d'eau chaude spécialement dimensionné pour la douche. Puis, pour la production de nourriture, on a encore un élevage de grillons. On a aussi de la production de champignons dans la douche qui fructifie grâce à l'humidité de la douche et des plantations. Okay. Mais on a aussi, comme on est en ville, on va utiliser le fait qu'il y a une forte densité de population pour se diviser les tâches. Donc, on a pu nous-mêmes à élever les bébés grillons ou à cloner les champignons. Ou tu vois, on a créé des filières. Grâce à Emma, qui fait partie de notre équipe de l'association, créer des filières temporaires, le temps de l'expérience, dans Boulogne-Billancourt. Donc, il y a des éleveurs de grillons, il y a des cloneurs de champignons, il y a des gens qui font des semis et qui nous donnent des jeunes plants à repiquer dans l'appartement. Il y a une ferme avec qui on collabore. Tu vois, hier, en général, on y va le jeudi après-midi, c'est une demi-journée par semaine. On va à 15 km d'ici et il y a une ferme qui s'appelle la ferme des Loges, qui est une ferme bio. On donne une demi-journée de notre temps et ils nous donnent des fruits et des légumes de saison en échange. Enfin, tu vois, on a vraiment, on travaille avec, enfin, on collabore avec une quinzaine d'organisations ou de personnes dans la ville. Ouais, donc là, c'est vraiment une approche différente de, OK, comment est-ce qu'on peut être autonome en réseau et pas juste tout seul, quoi. C'est pas de l'autarcie et c'est pas un écosystème avec d'autres espèces vivantes, c'est aussi un écosystème humain qu'on a développé. C'est quoi les règles du jeu exactement? Du coup, je me demandais si vous avez le droit de sortir, mais apparemment vous avez le droit de sortir. Moi, j'imagine que vous n'avez pas le droit d'aller à Franprix, par exemple. Non, c'est même un mode de vie hyper social parce qu'on rencontre plein de gens. Donc on sort pas mal. Après, si on peut aller dans un magasin, mais en fait, on n'a plus grand-chose à acheter dans un magasin normal parce que nos contraintes, par exemple sur l'alimentation, c'est que ce soit bio, local, de saison, accessible financièrement et zéro déchet. Et en fait, quand tu mets tout ça ensemble, au Monop, il a plus grand-chose à te vendre. Il y a quelquefois des produits où ça match, mais bon, faut mieux aller dans un magasin bio. Et ce qu'il y a, c'est que c'est souvent le côté accessibilité financière qui bloque. Mais bon, bref. T'as certains restos, tu peux même aller au resto, mais c'est certains restos qui matchent avec ces conditions-là. Souvent, quand c'est bio et local, paf, les prix sont hyper chers, donc on perd en accessibilité financière, etc. Enfin bref. C'est ça le côté un peu difficile de faire une expérience 2040 quand tout le reste du monde est en 2024. Et j'avoue, là, ça va être trop bizarre pour toi et pour vous, parce que du coup, là, pour la fin, il n'y a plus du tout l'expérience d'isolement. Là, vous êtes vraiment avec des gens en permanence. Et tu me disais qu'en plus, là, vous êtes à Paris, donc il y a tout le temps des journalistes comme moi là, qui vous embêtent ou qui viennent sur place pour faire des reportages qui, limite, vous empêchent de... dans le désert, c'est vrai qu'on s'en rendait pas bien compte, mais tu vois, si on avait une boulangerie juste à côté, ça aurait été difficile de tenir notre régime alimentaire hyper particulier. Ou s'il y avait eu des passages incessants. Là, ici, c'est beaucoup plus difficile à cause de ça, du fait que toute la région parisienne ne joue pas le jeu. En fait, t'as les tentations. Donc, il y a toujours un temps de rodage, tu vois. Comme, je sais pas si toi, quand t'es devenu végétarien, t'as eu des moments où c'était pas facile de dire non. Faut que tes amis, ton entourage, ils se fassent au truc aussi. Faut que, tu vois, quand on reçoit des amis ou quand on va chez des amis, faut qu'ils sachent que c'est beaucoup plus contraignant que juste un régime végétarien. C'est vraiment hyper complexe de nous faire à bouffer. Donc il y a un peu tout ça qui fait que c'est pas évident. Et puis même pour nous de s'habituer à ces conditions-là, les premières semaines, c'était pas forcément facile. Ça demande par exemple en cuisine de plus anticiper. En général, tu cuisines la veille pour le lendemain ou au moins le repas d'avant pour le repas d'après, tu vois. Tu peux pas pourquoi ça demande de plus anticiper? En fait, on a un système de cuisson qui est c'est une espèce de cocotte minute reliée à des résistances chauffantes qui sont reliées aux panneaux solaires et ça fait une cuisson assez lente. Et on part que de produits bruts, tu vois, de céréales brutes, etc. Il y a aucun produit transformé. Donc c'est pas quand t'as faim que en 5 minutes tu peux te préparer un plat ou alors t'as pas beaucoup de choix. Et une fois que tu sais anticiper, ça te prend pas plus de temps au final, mais il faut juste bien s'organiser. Là, je culpabilise, je me dis, ça se trouve, l'interview, du coup, là, podcast plus vidéo, YouTube, surtout, ça va consommer toute votre énergie en stock, non? Non, parce que pour tout ce qui est hors expérience,
on a de l'énergie qui vient de l'immeuble. Donc là, par exemple, là, vous avez tu m'as demandé de me mettre sur un ordinateur. Donc c'est un ordinateur de la boîte de prod là qui fait la web série pour Arte que j'ai emprunté et que j'ai branché là où on branche les outils de mesure en fait. Je sais pas si tu vois, par exemple au-dessus on a des capteurs qui sont prêtés par l'Agence spatiale française, et ces trucs-là, par exemple, ça capte le taux d'humidité, la température, la qualité de l'air, etc. Et ça, on le branche sur le réseau de l'immeuble parce qu'il faudrait pas que ça plombe nos données de consommation électrique. Nos mesures. D'accord, ok. Donc c'est ta 3e interview sur Soif de Sens, mais je suis content parce que cette fois c'est la première fois où c'est pendant que vous êtes en plein défi. Là vous en êtes tous des 4 mois. Vous êtes encore dans la mise en route et les galères du début, ou bien l'écosystème il est déjà lancé et ça tourne à peu près? Alors point de vue chronologie, on est pile au milieu des 4 mois. Ça fait 2 mois qu'on a commencé. Okay. Et alors là, comparé au désert, c'était moins sans filet parce que quand on a un truc à modifier, ben t'as quand même les magasins de bricolage et les trucs, tu peux toujours modifier. Et d'ailleurs, il y a plein de volontaires qui nous aident de temps en temps, qui nous donnent des coups de main pour modifier les choses, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus facile. Donc on a pu résoudre des problèmes beaucoup plus rapidement. Après, tout n'est pas encore abouti. On a par exemple, je te disais, on a une production de gaz. Lui, il fait encore des siennes là. Il aime pas la température là du mois de septembre a priori. Et du coup, il produit moins de gaz que ce qu'on pensait. Il y a la spiruline. On était censé avoir une culture de spiruline ici et en fait, elle est morte 3 fois et on est en train de retenter de la démarrer. Donc c'est des petits trucs, mais bon, c'est pas comme dans le désert où on dépend pour notre vie, tu vois, du truc. Donc c'est moins grave. Je sais, quand il y a un truc qui marche pas, soit la spiruline ou dans le désert les désalinisateurs, comment est-ce que tu fais des hypothèses et tu testes des trucs, ou est-ce qu'il y a des gens qui t'aident pour dire peut-être que c'est mal isolé, ou parce que moi je me dis ça se trouve là, souvent la réponse elle est simple mais il faut y penser quoi, et surtout quand il y a 4, 5, 6 critères à prendre en compte, c'est pas forcément évident quoi. Ouais, quelquefois c'est très complexe et non, on a des experts qui nous aident. C'est un peu le Houston, tu vois, pour des astronautes. Sur la spiruline, on a Juliette et Dominique qui ont une ferme de spiruline à Rospico là en Bretagne. Il y a Gilles Planchon qui en a une autre en Camargue. On peut les appeler, ils nous donnent des conseils. Mais en fait, c'est comme tu dis, il y a pas mal de paramètres. Le fait qu'ils soient pas sur place, c'est quelquefois ça aide pas à résoudre les problèmes. Par exemple, pour la spiruline, on s'est rendu compte au bout d'un moment que hors des problèmes de luminosité, parce qu'on est quand même en intérieur, et de variation de température, il y a aussi la qualité de l'eau du réseau de la ville qui est trop calcaire, qui du coup peut-être que la spiruline peut pas assimiler tel ou tel nutriment dans l'urine, etc. Enfin bref, il y a plein de paramètres, mais heureusement on a aidé. Oui, justement, je me demandais, est-ce qu'il y a, donc peut-être la spiruline, mais peut-être d'autres, une low-tech qui était pas forcément, enfin à l'inverse plutôt, qui était pas forcément pertinente dans le désert ou sur le radeau, qui à l'inverse marche particulièrement bien en ville? En fait, il y a vraiment, même s'il y a des éléments communs comme des espèces vivantes communes entre le désert et la ville, tout a dû être vraiment adapté. Et ici, alors attends, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Ce système de cuisson, ça dans le désert, il aurait eu aucun sens parce qu'il y a vraiment du soleil et tout ça. Là, tu peux pas mettre un four solaire dans un appartement, tu vois. Faut l'orienter au soleil, faut être là aussi parce que ici on a un mode de vie urbain, c'est-à-dire que le matin on part, on va à l'étage du dessous là où nos bureaux, nos labos et tout ça. Et en fait, tu rentres à midi ou tu rentres le soir, et il faut que ta nourriture soit prête à être mangée. Donc en fait, t'es pas là pour orienter ton four solaire pendant la journée. Et donc il y a des histoires de contexte climatique, il y a des histoires d'usage aussi, d'ergonomie qui sont complètement différents. Mais un bon exemple, c'est ça. On a notre système de douche, il est vraiment au point. Ça aurait été bien qu'on l'ait dans le désert. Il est vraiment, on prend des douches qui consomment que 5 litres d'eau, alors qu'une douche en moyenne, c'est apparemment d'après les chiffres 60 litres. Parce que c'est une douche brumisante, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est des petites buses qui te brumisent de l'eau. Ça fait, enfin, c'est pas de la brume, ça fait plus comme un crachin breton, mais qui est du coup chaud. Et en fait,
ça vient d'un ballon d'eau chaude qui fait que 2 litres. Donc au début, tu as de l'eau chaude et l'eau froide du réseau remplit petit à petit le ballon. Et donc l'eau se mélange, tiédit et refroidit. Et donc à la fin de ta douche, tu finis par une douche froide, mais c'est hyper dynamisant. Et comme c'est pas choquant pour d'un point de vue température, parce que ça change. Ouais, c'est hyper progressif. Et donc c'est très agréable. Donc c'est une douche qui consomme peu d'eau, peu d'énergie, qui est agréable, qui est bonne pour la santé. Et en plus, l'eau de la douche est réutilisée ensuite par les plantes. Donc c'est une de nos low-tech phares. En plus, c'est trop bien parce que d'habitude, ouais, souvent, si t'as plus d'eau chaude, bah, ça va devenir très froid d'un coup. Là, au moins, tu peux te préparer à finir ta douche plus vite et t'es même conditionné de toute façon parce que t'as pas trop le choix. Et c'est vrai que c'est hyper agréable de finir sur une douche sur du froid. Ouais. Il y a un autre truc qui marque pas mal les gens qui sont venus visiter, c'est les toilettes sèches là qui sont qu'on appelle des toilettes vivantes parce qu'il y a des larves du coup de mouches soldats noires dedans. Okay. C'est en gros des toilettes, c'est un espèce de bac avec des larves et t'as les déchets organiques qui viennent des restes de cuisine qu'on broie et qui tombent dedans, et t'as aussi les toilettes sèches. Et les larves mangent les déchets à une vitesse tellement dingue que à l'intérieur c'est vraiment du compost qui est un peu comme de l'humus de forêt, tu vois. Ça sent d'ailleurs l'humus de forêt. Mais tu vois, tu mets un trognon de pomme, en 1 heure, il y a plus de trognon de pomme, le truc devient de la terre. C'est vraiment impressionnant. Wow. Et donc tu leur fais caca dessus. Ouais, c'est comme tu le dis là, ça paraît pas être un cadeau, mais pour elle c'est vraiment un cadeau. Hein. Et tu vas plus aux toilettes avec la même intention. Tu vas plutôt comme si tu allais donner des croquettes à son chat. Tu vois, tu vas avec bienveillance. C'est trop bien. Bah oui. Et donc elles après elles font quoi déjà? Alors après, au bout de 2 semaines, elles ont grandi et on les donne à manger aux poules, un petit peu à nos grillons, mais surtout aux poules de la ferme partenaire chez qui on va travailler une demi-journée par semaine. Et les poules sont fans de ces larves-là. Et la partie qui reste, qui est une sorte d'humus là, soit on la composte pour pareil faire pousser des légumes, soit on peut faire pousser des champignons dessus. Il y a des champignons qui aiment bien ce type de compost. Ok. Et donc ça, c'est vraiment pour nous, c'est les toilettes du futur. C'est quand je retourne sur des toilettes normales, j'ai l'impression d'être au Moyen Âge. Bah ouais, c'est vivant. Enfin, ça se tient. Hein. T'as tellement de flux, d'interconnexions et de ressources, de richesses. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que les larves, tu vois, c'est le truc qui a priori que les gens qui va repousser les gens, tu vois, des larves grouillantes dans des toilettes, les gens comme ça, si tu leur dis, ils vont dire ah non, dégueu. Et en fait, les gens qui passent, ils sont émerveillés. En plus c'est hypnotique quand tu vois les larves bouger, ils sont scotchés. Ouais, j'aurais peur qu'elles se barrent et que ça te retrouve dans ton lit ou je sais pas. Ouais, par contre, faut bien gérer le truc, sinon elles s'évadent si elles sont pas contentes. Mais ça, c'est ce que j'aime bien avec les low-tech si vivantes entre guillemets. Ouais, non, c'est que tu vois là typiquement pour ça, comparé à une machine que tu devrais faire marcher pour transformer des déchets organiques, là, c'est les larves qui s'occupent du job de transformer les déchets organiques. Toi, ton job, c'est de faire en sorte que les larves soient dans des bonnes conditions. Ouais. Tu vois, qu'elles soient bien. Donc tu sais qu'elles aiment pas trop la lumière, par exemple, parce qu'elles sont photophobes, pardon. Donc faut les mettre dans un endroit où il faut que ce soit bien ventilé, sinon elles s'étouffent. Il faut qu'il y ait pas plus de ça de déchets organiques, sinon elles aiment pas aller trop profond. En fait, ça te pousse à te renseigner sur ces larves-là, à bien les connaître. Donc ça renforce aussi ton amour pour ces larves, de les connaître. Et donc ton job c'est de faire en sorte qu'elles soient heureuses. Plus elles seront heureuses, plus elles seront efficaces. Et donc c'est t'es dans le soin et pas dans l'entretien et surtout comme un bébé, parce que c'est un peu ça quand ils savent pas communiquer au début, t'as vraiment un feedback de quand elles sont heureuses et quand elles sont pas heureuses, quoi. Tu le vois tout de suite, quoi. Ouais, complètement. Ce serait comme un bébé utile, quoi. Par rapport aux 2 premiers défis, cette fois vous avez vraiment essayé, on l'a dit, d'embarquer le territoire avec vous. D'un côté, voir si on pouvait créer des filières, par exemple de kéfir ou des éleveurs de larves de soldats noirs, même si apparemment des fois c'était un peu compliqué parce que ça n'existe pas.
et aussi avec des bénévoles ou des étudiants ou des entreprises qui voudraient répliquer des expériences de low-tech que vous menez. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Sur tout ce réseau qu'on a créé? Ouais. Ben ouais, en fait, ça a été des mois de préparation, cette expérience, parce que on a commencé à emménager en décembre, et puis ouais, on a passé peut-être 8 mois à tout préparer. Et on a sollicité pour ça des spécialistes, comme je disais, il y a des experts de la spiruline, des grillons, des mouches, des plantes, etc., qui nous ont aidés. C'est très complexe de mettre au point un écosystème parce que du coup, les déchets d'un truc doivent servir de ressource à l'autre. Faut tout dimensionner. Chaque population, en fonction de chaque population, en fonction de nos besoins à nous, etc. Donc ça, c'est pas mal d'aller-retour, de va-et-vient avec tous ces experts. C'est pas mal d'itérations. Ensuite, il y a tous ceux qui participent à l'expérience, donc ce qu'on appelle les maillons de l'écosystème. Donc ça, c'est ceux que Emma a trouvé dans Boulogne-Billancourt, qui vont élever les grillons, etc. Donc eux, ils n'existaient pas. À Boulogne, il n'y avait pas un éleveur de mouches, par exemple. Donc il a fallu les former. Mais ça, c'est que des gens très chouettes qui sont passionnés pour les missions qu'on leur a données. Donc ça, c'était très cool. Il y a tous les volontaires qui nous ont aidés. Des jobs, quoi. Ouais, on a créé des nouveaux métiers pour 2040. Et après, il y a tous les volontaires qui nous ont aidés à fabriquer l'appartement. Et ça, c'est des dizaines de personnes, dont pas mal de gens du Low-Tech Lab de Paris, qui nous donnent des coups de main, qui récupèrent quelquefois des trucs dans la rue, qui nous resservent, qui permettent de recycler et tout ça. Donc ça, c'est très chouette. C'était une très belle phase, tous ces préparatifs, et ça continue là encore maintenant. Et il y a un dernier groupe de personnes, c'est on fait un programme de sciences participatives, donc on a proposé à d'autres gens, mais partout en France et même en Belgique, en Suisse, dans d'autres pays, de répliquer chez eux des morceaux de l'expérience. Donc il y a 8 missions, il y en a qui font les champignons, d'autres les plantes, d'autres les grillons, d'autres les larves, etc. La douche. Et eux, c'est quoi? Il y a environ 1000 personnes qui font ces missions-là. Génial. Plus de 1000, je crois qu'il y a 1200 missions qui ont été acceptées. Et ils essayent chez eux pendant un temps donné pour nous faire des feedbacks, pour pas qu'il y ait que Caro et moi qui essayons ces systèmes, mais qu'on ait plein de retours sur est-ce que ça marche techniquement, est-ce que c'est ergonomique, est-ce que vous voyez ça pour le futur, etc. Et t'as des retours déjà, des anecdotes ou ils te disent c'est horrible ou ça marche trop bien ou... C'est plutôt Emma qui s'en occupe. Elle m'a fait remonter que non, ça marche pas mal. Il y en a quelquefois qui ont des problèmes de réglage pour la douche. Il y en a qui ont, je sais pas, une odeur pour les larves parce qu'il y avait un problème de ventilation. Tu vois, des petits trucs comme ça, mais on ajuste. Et puis ils communiquent aussi entre eux, donc ils s'entraident. Donc non, c'est assez marrant. Et tout ça, ça va nous aider aussi à, tu sais, dans chaque expérience. Et c'est ce qu'on fait aussi depuis 10 ans. On documente ces low-tech pour que d'autres puissent les répliquer. Donc ça va nous permettre d'accélérer à fond la documentation sur ces systèmes-là, parce qu'on a, par exemple, pour la douche, on a 200 personnes qui auront testé la douche. Donc, quand tu fais un tutoriel avec les feedbacks de 200 personnes, eh ben, t'es sûr que tu peux vachement mieux aider quelqu'un à le répliquer. Ouais. Dans les 2 premiers défis, vous cohabitez pas réellement avec l'écosystème, que ce soit sur le radeau ou dans le désert. Voilà, on disait les animaux qui venaient boire votre eau, vous partagez le même territoire, etc. Là, en ville, forcément, il y a quand même beaucoup moins d'animaux, à part ceux que vous avez ramenés dans l'appart. Pour toi, à quoi ça ressemblerait, au-delà de votre appart, une ville où on cohabite réellement avec les autres espèces? Ben, c'est vrai que c'est assez pauvre en biodiversité, une ville. Je comprends pas pourquoi on n'a pas, par exemple, aménagé tous les toits des immeubles, tu vois. Moi, pour moi, une ville en 2040, t'as le niveau bas, où déjà il y a plus de voitures ou alors quelques véhicules spéciaux électriques pour déplacer des trucs. Mais t'as le niveau bas où tu peux avoir déjà pas mal de plantations, et t'as le niveau haut avec les toits terrasses qui sont aménagés, tu vois. Tu te sers comme ça de l'énergie solaire pour les plantes, pour des systèmes solaires, pour plein de choses. Peut-être même pour se déplacer. Moi, je rêve qu'il y ait des tyroliennes pour se déplacer dans le futur entre les immeubles. Ça serait tellement cool. Point de vue biodiversité, c'est accessible à tout le monde, mais ouais, bah, les autres peuvent se déplacer par en bas. Mais point de vue biodiversité, du coup, ça permettrait d'avoir beaucoup plus de plantes. Et en fait, avec les plantes, t'as aussi plus d'insectes, plus d'oiseaux. Enfin, tu pourrais avoir vraiment une vraie biodiversité dans les villes, ouais. Je me souviens pendant notre escale
à La Havane, à Cuba, t'entendais des poules et des coqs en pleine ville. Tu pourrais aussi imaginer, c'est pas que visuel, ce serait sonore, enfin, vraiment, ça changerait l'ambiance d'une ville, je pense. Alors pour vos 3 défis, il y a eu, ou là, il va y avoir un docu Arte qui raconte l'aventure. Merci à eux d'ailleurs, je sais plus, la boîte de prod de nous prêter leur ordi pour cette interview. J'imagine que ça vous a, l'expérience avait déjà de la visibilité, mais que ça vous en a apporté encore plus. Est-ce que tu aurais des anecdotes à nous raconter sur l'impact que vos défis ont pu avoir? Bah, c'est toujours difficile quand tu fais un documentaire de savoir quel impact ça a, parce que tu as assez peu de retours. Tu vois, avec le Low-Tech Lab, toute la base de wiki qu'on a fait sur les low-tech, tous les tutoriels qu'on met en ligne, on peut savoir combien de gens ont cliqué, mais on sait pas combien de gens ont répliqué les systèmes. Donc c'est toujours un petit peu frustrant. Est-ce qu'il y a des témoignages de gens dans des pays pauvres, par exemple, qui vous disent « Ah bah du coup, moi j'ai mis ça en place » ou... Oui, parfois on a des retours et c'est vraiment le truc qui nous fait plaisir de savoir que dans tel ou tel pays, il y a des gens qui ont répliqué tel ou tel low-tech et ça c'est trop cool. Après, je pense que il y a cette diffusion de savoir-faire technique, donc très pratique, mais tu as aussi un peu la diffusion d'une autre idée du futur qui me paraît importante. Et ça, c'est aussi très difficile à mesurer. Mais je pense que ça a un impact sur l'imaginaire des gens de se dire ok, il n'y a pas que le futur de Mark Zuckerberg avec le métaverse, il n'y a pas que le futur de je sais pas qui est plutôt retour en arrière, ou le futur version collapso de je sais pas qui, ou tu vois, on essaie de proposer un futur qui soit qui soit écolo, mais à la fois juste, qui soit sain, qui soit épanouissant, etc. Et enfin, avec nos partis pris à nous. Et tu penses que la ville de Boulogne, ils ont fait ce partenariat, cette expérience avec vous parce que potentiellement ils veulent mettre en place des trucs, ou c'est par curiosité, ou c'est... Bah ouais, je pense qu'ils aiment bien l'idée d'exploration du futur. Ça fait des années qu'ils nous suivent en fait. Depuis 2019, ils étaient déjà soutien pour pour l'expérience Nomade des mers. Ils ont créé un espace dans Boulogne où il y a une expo sur les low-tech, où il y a pas mal d'assos qui gravitent un peu autour de ces valeurs-là. Et du coup, quand on a cherché un lieu en région parisienne pour faire l'expérience, on a direct été les voir et ils étaient emballés par l'idée. Et c'est clairement là le mois prochain, ils vont faire passer une 50aine d'élus du coin. Ils vont, enfin vraiment, ils sont là. On sert d'expérience qui a vocation à inspirer justement les pouvoirs publics locaux. Ça va devenir un musée, votre appart, en fait. On pensait être peinard en 2040 et en fait, il y a du monde tout le temps. Mais bon, on s'y attendait, c'est la contrainte du lieu, c'est la densité de population. Donc, oui, je veux dire, même une fois que vous aurez fini le défi, ça peut rester un musée ou un truc à visiter. Ouais, c'est clair. Ou d'autres gens après, on est dans un bâtiment, je sais pas ce qui va devenir après, mais c'est pour une occupation temporaire, le temps de l'expérience. Donc, c'est pas vocation à rester après. Ok. Et pour finir, entre le radeau, le désert et la ville, je me demandais quel défi t'as préféré parmi les 3, et s'il y a d'autres idées de défis que vous avez. T'avais l'air de dire que oui. Je pense que les 3 missions biosphère sont très différentes, hein, entre un radeau tout seul, sur un radeau tout seul dans une baie d'une île désert, ou dans le désert avec Caro, ou en pleine ville, c'est vraiment pas comparable tellement c'est différent. Et les 3 étaient chouettes et les 3 me laisseront des souvenirs incroyables et m'auront appris plein de trucs et c'était très chouette. Donc difficile de classer. Moi, je pense que t'as préféré le désert parce que vous étiez 2 et que t'aimes bien être en nature. Mais bon. C'est vrai que point de vue émerveillement, le désert, c'était incroyable. Ouais, c'est vrai. Les images les plus fortes que je garde en tête, c'est quand même les images du désert. C'est un paysage magnifique en plus, et puis Et après, est-ce qu'on a d'autres projets? On aimerait bien justement, c'est pas encore très précis, mais aller dans un endroit où on étudie vraiment, c'est très prospectif pour le coup, comment est-ce que l'humanité pourrait à terme retrouver une niche écologique, c'est-à-dire retrouver une place dans l'écosystème global de la planète, retrouver un lien avec le monde sauvage.
Et donc on réfléchit à ça, à comment faire une expérience qui nous éclaire là-dessus, parce que quand on prend du recul sur le progrès et l'évolution de l'humanité, on se dit que c'est obligatoire, il faut absolument qu'on retrouve une place dans un écosystème global. Ouais. Et ce qu'on ne fait plus depuis peut-être 10 000 ans, où on se détache petit à petit de la nature. Et donc ça, c'est le prochain défi. Bah, merci Corentin. Si ça Merci vous à a toi. plu, je vous conseille les 2 autres épisodes avec Corentin sur ces défis. Donc l'épisode 69 sur le radeau et celui de la semaine dernière sur le désert. Et je vous conseille aussi la chaîne YouTube du Low-Tech Lab pour plein de vidéos inspirantes, et leur site avec les wikis si vous avez envie de tester des tutos de low-tech. Et on a une page Instagram aussi sur laquelle on met pas mal de petites vidéos sur les low-tech urbaines là. C'est biosphère.expérience. Biosphère.expérience, ça marche. Bon courage pour la fin, j'ai Coco et Caro. Et ciao tout le monde, à dimanche prochain. Merci beaucoup. Pierre. Salut.